Écrivain, philosophe, mais surtout praticien, le maître japonais Itsuo Tsuda a introduit en France le mouvement régénérateur. Après le zen, après l'aïkido, après aussi le tir à l'arc et l'arrangement floral ou encore la calligraphie, il restait au Japon à faire une fois de plus la démonstration que les voies qui lient le corps à l'esprit sont inépuisables. Le mouvement régénérateur trouve son origine dans le Seitai, qui signifie coordination, équilibre, et dont le créateur a été maître Noguchi il y a une cinquantaine d'années. D'inspiration thérapeutique, mais sans répondre cependant à une vocation de médecine, le mouvement régénérateur est une technique simple d'éveil du corps et des sensations. Mis au point dans un pays qui connaît les difficultés des sociétés surdéveloppées, il est sans doute un moyen de lutter contre le stress quotidien. Pour Itsuo Tsuda, né en 1914 en Corée du Sud, le mouvement régénérateur qu'il fait pratiquer aux adhérents de son école de la respiration, une école créée à Paris en 1973, est le point de départ d'une recherche et d'une réflexion sur le ki, c'est-à-dire la vie en nous, l'énergie, une forme de connaissance hors concept et qui a été sans doute jusqu'à Bergson fort reléguée dans la pensée occidentale. Itsuo Tsuda a écrit jusqu'à présent 6 ouvrages, tous publiés au Courrier du Livre à Paris, Le non-faire, La voie du dépouillement, La science du particulier, un ouvrage qui porte le titre de 1, Le dialogue du silence et, tout récemment, Le triangle instable. Hors de tout folklore oriental, la pensée que nous livre Itsuo Tsuda arrive, je crois, à point nommé, à un moment où l'Europe cérébralement surdéveloppée commence à réfléchir sur son mépris traditionnel du corps. Nous nous sommes donc rendus à l'école de la respiration, le centre qu'a créé dans notre pays le maître japonais Itsuo Tsuda. La France, vous la connaissez bien, vous avez travaillé avant les années 40 avec 2 personnages extrêmement importants, Marcel Granet et Marcel Mauss. Alors Marcel Granet était sinologue, Marcel Mauss était sociologue. Quels ont été les moments importants que vous avez vécus avec eux? J'ai suivi pendant 5 ans le cours c'est savant et ça m'a permis d'avoir une ouverture sur les aspects inconnus de la société occidentale. Mauss s'occupait de la sociologie des peuples chez les Polynésiens, etc. Il avait une optique très très profonde dans les choses. Et il a constaté des choses qu'ils appelaient les phénomènes totaux, n'est-ce pas? Tandis que dans les sociétés occidentales, c'est toujours analytique, rationnel, etc. C'est ça, c'est donc la rencontre de l'idée de globalité, finalement, oui. à travers eux. Et puis, Granet m'a donné aussi la possibilité de voir la société chinoise ancienne, et avec une perspective très très différente de ce qu'on fait d'ordinaire, transformer tout avec les raisonnements occidentaux. Après cette période française, après cette période parisienne, vous rentrez au Japon, et là, nouvelle rencontre absolument décisive, celle de Maître Shiba, le créateur de l'aïkido, et celle de Maître Noguchi. Maître Noguchi m'a permis de voir les choses d'une façon très concrète. Et à travers ces manifestations de chaque individu, il est possible de voir ce qui agit à l'intérieur. C'est une approche tout à fait différente d'une approche analytique. La tête, le cœur, les organes digestifs, chacun prend dans sa spécialité. Et puis le corps d'un côté, la psychique de l'autre, n'est-ce pas? Il a permis de voir l'homme, c'est-à-dire l'individu concret dans sa totalité. Voilà. Donc là, vous travaillez avec Maître Noguchi, vous travaillez aussi avec Maître Shiba, alors, pendant plusieurs années. Maître Shiba, j'ai travaillé juste 10 ans, pendant 10 ans, avant de venir en France. Eh bien, il m'a donné la possibilité,
autre que l'individu enfermé dans la peau. J'ai visité les États-Unis et puis j'ai essayé de voir les possibilités de ce que j'allais faire. J'ai commencé par écrire. Et puis petit à petit, ça a pris forme. Je crois que le Non-Faire a été publié en 1973. C'est le Oui. premier ouvrage que vous publiez. Oui. Alors vous revenez en France à peu près vers quelle période? 1970. Et là, vous décidez alors de créer l'école de la respiration. Le grand philosophe chinois Chuang-Tzu a dit, il y a 2500 ans, le vrai homme respire de ses talons, alors que les gens du commun respirent de leur gorge. Qui respire aujourd'hui de ses talons? On respire de sa poitrine, de ses épaules ou de sa gorge. Le monde est rempli de ces invalides qui s'ignorent. L'homme moderne, le civilisé, agit par l'intelligence et ne peut agir que par elle. Écrasé sous le poids d'innombrables interdits que la société lui impose, il trouve de moins en moins la possibilité d'agir spontanément. Livré à lui-même, il hésite encore à agir sous une vague appréhension d'un manque de connaissance ou de défaut d'intelligence. Tout civilisé qu'il est, l'homme moderne reste haletant sitôt qu'il fait quelques efforts physiques. Confronté à une situation difficile, son souffle est coupé. Et pourtant, il a livré de durs combats pour acquérir son droit d'homme. Il a obtenu des libertés et continue de lutter pour en acquérir d'autres. Mais un jour, il découvre que ces libertés ne couvrent que des conditions matérielles, extérieures à lui. Alors l'école de la respiration, voilà un terme un petit peu singulier. Est-ce que Oui. vous pouvez nous dire pourquoi une école? Finalement, c'est certainement pas une école au sens traditionnel du mot. Non, pas du tout. C'est le seul nom que j'ai pu trouver pour faire comprendre aux gens qu'il y a toute une chose derrière la respiration. Pour les gens qui ne sont pas initiés, bon, la respiration, c'est le travail de poumon, mais là, le mot respiration prend une extension de plus en plus grande. Alors, à l'école de la respiration, on pratique le mouvement régénérateur. Oui. Alors, vous avez décrit le mouvement régénérateur comme un exercice du système moteur extra-pyramidal. Oui. Le mouvement régénérateur n'est pas une discipline, comme on entend d'ordinaire. Le mot extra-pyramidal n'est peut-être Oui. pas immédiatement compréhensible par Oui. ceux qui nous écoutent. Oui. Mais enfin, le terme lui-même, extra-pyramidal, il désigne en somme une zone cérébrale par Oui. rapport à une autre Oui. qui est considérée comme Oui. le siège du mouvement volontaire. Oui. Chez les humains, il existe deux zones motrices. Une, c'est le système moteur pyramidal, qui est la source de tout mouvement volontaire. Ça, on apprend dans les écoles, comme l'entrecroisement des systèmes nerveux, etc. C'est un terme de physiologie. Oui, c'est ça. Mais on a longtemps négligé l'extra-pyramidal qui seconde ce système volontaire. Parce que on a peur de sortir du système volontaire et justement mettre nos outils à commencer à le faire. Eh bien, lui-même, quand il a commencé, il était un peu surpris. C'est que le corps se met à bouger tout seul. On croit que tout le corps obéit à notre volonté. C'est quand même étrange. N'est-ce pas? Mais, à vrai dire, nous ne contrôlons pas tous les mouvements du corps. Si c'était indispensable, comment ferait-on pendant qu'on dort? Il y a toute une zone de notre activité qui est couverte par le volontaire, mais le volontaire ne concerne pas toute notre activité. Non. Il y a une zone qui échappe Oui, à l'emprise de cette volonté. oui. Pour qui voit le mouvement régénérateur pour la première fois, le spectacle est assez surprenant. Comme on est accoutumé à des mouvements plus ou moins contrôlés,
intellectualisé, voire même recherché, un mouvement qui dépasse le cadre volontaire fait penser à la maladie, à la folie ou à l'hypnose. Le mouvement régénérateur semble se prêter à de telles interprétations. La vérité est tout autre. Pendant le mouvement, le conscient, au lieu d'être angoissé comme celui d'un malade, reste calme et serein. Au lieu d'être confus comme celui d'un fou, il reste lucide. Au lieu d'être cerné et limité comme celui d'un hypnotisé, il reste libre. On n'exécute pas le mouvement régénérateur. C'est lui qui se déclenche en répondant aux besoins de l'organisme. Étant donné que ce besoin diffère d'un individu à un autre, et chez le même individu d'un moment à l'autre, il ne peut y avoir aucun mouvement uniformément programmé. De ce fait, rien n'est aussi facile que de dévier de ce qui est naturel en ajoutant quelques ingrédients séducteurs. Il y a un médecin japonais qui dit que le mouvement volontaire n'occupe que 3% de la totalité de notre mouvement corporel. Mais pour Noguchi, il n'y a rien qui soit volontaire. Ça, c'est vraiment fort. Mais En somme, l'action de l'extra-pyramidal vient se superposer, en quelque sorte, Oui. à l'action du pyramidal. oui, Vous avez précisé que le mouvement régénérateur existe sous deux formes. oui, D'une part, chez tous les individus comme forme de réaction naturelle de l'organisme, c'est par exemple le bâillement, c'est l'éternuement, c'est l'agitation pendant le sommeil. Et puis, il y a une autre forme qui a été mise au point il y a à peu près 50 ans par Maître Noguchi. c'est ça. Maître Noguchi, il faut préciser qu'il est le créateur de la méthode dite Seitai. C'est par un pur hasard qu'il est lancé dans cette carrière. C'est le grand tremblement de terre de 1924 qui a suivi toute la région de Tokyo. Il avait 12 ans à cette époque. Il s'intéressait beaucoup à ce genre de choses. Il s'amusait avec, mais toute la région était dévastée. Et puis, il y avait des gens qui, sans abri, rôdaient un peu partout. Et puis, la diarrhée s'est propagée, etc. Il a vu une femme voisine qui était accroupie, qui souffrait énormément. Alors, il s'est précipité sur elle. Simplement, il a appliqué sa main. Appliquer la main sur la colonne vertébrale. Et puis, il me dit « Merci, mon petit ». Elle a souri. Et ça, c'est le point de départ de sa carrière. Dès le lendemain, il y avait des gens qui venaient le voir. Alors depuis, il n'a pas pu quitter cette voie. C'est ce que nous pratiquons maintenant sous le nom de Yuki. On met la main sur la colonne vertébrale ou sur la tête, et puis on expire par la main. Voilà. Ah ben, quand on voit, ça n'a rien d'extraordinaire. Seulement, à mesure que l'attention s'y concentre, on sent que ça agit à l'intérieur. Et donc là, Yuki, c'est un des éléments de la technique mise au point par Maître Noguchi. Il y a une chose qui m'étonne un petit peu dans la technique que vous décrivez, c'est que le Seitai, vous le précisez, est une technique qui sert à provoquer le spontané. C'est peut-être un petit peu paradoxal. Moi, Seitai, c'est un mot qui a été créé par Noguchi plus tard. Au début, par la force des choses, il est devenu simplement un guérisseur. Il faisait la thérapeutique. Mais aux environs de 1950, par là, il a quitté cette notion de guérison, de thérapeutique. Il a rejeté tout ça. Et il a créé la notion de Seitai, c'est-à-dire terrain normalisé. Lorsque le terrain se normalise, tous les problèmes disparaissent d'eux-mêmes.
Le mouvement régénérateur, on pourrait peut-être provisoirement le résumer par deux éléments importants. Exercice du système moteur extra-pyramidal. Cet exercice n'est pas véritablement une technique. D'ailleurs, vous précisez à l'école de la respiration, l'on travaille sans connaissance, sans technique et sans but. Et alors, second élément important, le mouvement régénérateur est un mouvement spontané qui existe virtuellement en tous les individus et on ne peut pas dire que le mouvement est provoqué, il se déclenche chez les individus.